La 9e dépression tropicale se rapproche des Petites Antilles. Elle pourrait menacer Haïti entre vendredi et dimanche si elle arrive à se transformer en tempête tropicale. Le pays est en phase de préalerte selon les explications du météorologue Rudolf Victor. La 9e dépression tropicale de l'année s'est transformée cet après-midi en la tempête tropicale Isaac. Elle se trouve localisée à 5 heures cet après-midi à environ 700 km des Petites Antilles. C'est un système, comme vous pouvez le voir, qui possède une assez large enveloppe. Elle se déplace vers l'ouest à environ 20 000 par heure. Les facteurs environnementaux sont favorables pour une intensification. À part de l'air sec, comme nous l'avons noté tout au cours de la saison, cet air sec a entraîné dans la circulation, ce qui limite légèrement une intensification. C'est un système qui constitue une potentielle menace pour les Caraïbes, et particulièrement pour l'île d'Haïti dans les jours à venir. Dirigé en altitude par un centre de haute pression localisé au nord des Petites Antilles. Ce système devait être maintenu en place durant les 4 à 5 prochains jours et diriger la tempête tropicale vers l'île d'Haïti. La tempête tropicale Isaac se dirige vers l'ouest et cette trajectoire devait l'amener vendredi soir au sud de la République dominicaine et samedi au cours de la journée sur l'île d'Haïti. En résumé, nous avons un système tropical potentiellement dangereux. La tempête tropicale Isaac, qui est localisée aujourd'hui à l'est des Petites Antilles et qui va pénétrer dans le bassin des Caraïbes. Vous devez continuer à suivre les bulletins de Radio Télémétropole pour vous tenir au courant d'une situation qui peut être très dangereuse d'ici la fin de cette semaine. Les membres du premier conseil électoral permanent ont été effectivement installés ce mardi. La cérémonie s'est déroulée en 2 étapes, une à l'école de la magistrature où les différents conseillers électoraux ont prêté serment. Et dans un second temps, les 6 membres du conseil électoral permanent ont été officiellement installés à leur poste au local du CEP à Pétionville. Dans son discours de circonstance, le conseiller Josué Pierre-Louis promet d'ores et déjà de se mettre au travail afin d'organiser des élections honnêtes et démocratiques. Nous, membres de ce conseil électoral permanent, nous prenons solennellement l'engagement devant la nation d'œuvrer à l'organisation d'élections réellement libres, impartiales, transparentes et démocratiques. Nous voulons insister sur ce point qui, à nos yeux, est essentiel. Le Conseil électoral permanent est une institution indépendante et les conseillers électoraux travailleront en toute indépendance et impartialité, dans la transparence et au nom de la vérité. Nous comprenons les inquiétudes et réticences de ceux qui ont traumatisé par les expériences malheureuses du passé sur les questions électorales. Mais aujourd'hui, je leur donne et nous leur donnons la garantie formelle qu'ils ne seront pas déçus et que les mauvaises expériences d'autrefois ne se renouvelleront plus. Je rappelle encore une fois que le Conseil électoral permanent fonctionnera en dehors de toute immixtion pouvant influencer sa crédibilité et l'intégrité de ses membres. Nous remercions d'ores et déjà les partis politiques, les candidats aux prochaines joutes, les électeurs, le peuple haïtien en général et nos amis de la communauté internationale de la contribution qu'ils ne manqueront certainement pas d'apporter à chacun de nous en vue de la réussite de notre mandat au bénéfice de la patrie commune et dans l'intérêt de la démocratie. Rappelons que ce conseil électoral permanent est installé sans les 3 représentants du Parlement qui est dans l'impossibilité matérielle de désigner ses membres au sein de cet organisme électoral. Le président du Sénat, Simon Diossel-Dera, n'écarte pas la possibilité de désigner des personnalités à titre provisoire au conseil électoral permanent. Tout en faisant remarquer qu'à ce stade, cette option n'est pas encore à l'ordre du jour, M. Dera assure qu'il entend privilégier le dialogue dans la perspective du Conseil électoral permanent.
L'ancien député Alix Fils-Aimé propose la mise en place du Conseil électoral permanent conformément à l'article 192 de la Constitution amendée. Estimant nécessaire que les trois pouvoirs s'entendent sur la formation de cette institution, l'ex-parlementaire croit qu'il est important de rechercher des mécanismes consensuels en vue de dénouer la crise. Par ailleurs, Alix Fils-Aimé salue l'idée avancée par le président du GANCOR, à savoir la désignation à titre provisoire des trois représentants du Parlement au sein du Conseil électoral permanent. Toutefois que les opérateurs politiques qui ont quelle que soit la position dans la vie nationale, ont intérêt pays à cœur, ils ont stabilité pays à cœur, ils ont intérêt fondamental pays à cœur. Je crois que la proposition de loi ça la permettre que tout le monde capable à l'aise, tout le monde capable à confiance, parce qu'on n'est pas capable de gagner un processus démocratique et un élément important là-dedans, qui sont processus électoral, si pas un élément de confiance. Donc je crois que cette proposition, c'est ça le fait. Je crois que le souci président pour que le conseil électoral permanent, et son souci que tout le monde partage, mais il faut qu'il reconnaisse que un élément de confiance et là a bouilli en presque en crise là. Donc il y a quelques semaines que nous avons regardé que la crise a venu, le Parlement lui-même, il y a un pouvoir qui a contesté le mécanisme de fonctionnement de l'autre pouvoir, qui a questionné le mode gens que la question a été faite là. Ouais. Et je crois que le questionnement est légitime. Et je pense que tout opérateur doit prendre en considération parce que il reflète en réalité dans la perception. Et perception, ça lui-même, il y a des positionnements, et il y a des actions, et il y a des conséquences. Donc moi, je crois que tout pouvoir a intérêt à montrer bonne foi. Il a intérêt à montrer que vraiment voulu la démocratie et qu'il a agi. Je pense que mon parole me toujours dit. Je pense que le tape prudent est nécessaire pour qu'il cherche des mécanismes consensuels qui en même temps institutionnels et légaux pour qu'il résolve. Et la façon pour faire là, c'est à travers une loi d'application. Le ministère de la Communication a fait le point ce mardi sur le dossier de la mise en place du Conseil électoral permanent. Accompagné de plusieurs avocats, le ministre Adi Jean Gardi en a profité pour expliquer la légalité de la formation de cette nouvelle structure. C'est en présence d'un grand nombre de médias de la capitale que le ministre de la Communication, Adi Jean Gardi, tente d'éclairer la lanterne du public sur les articles de la Constitution régissant le Conseil électoral permanent mis sur pied par le président de la République. Adi Jean Gardi a trié sur le volet des articles de la Constitution pour démontrer le bien fondé de l'institution électorale permanente. Article 194 Constitution, il dit que membre Conseil électoral permanent, il est nommé pour une période de 9 ans. 9 ans non renouvelables. Yo inamovible. Ou pas qu'à révoquer yo, changer yo, ou bien virer yo de place que vous occupez. Article 194.1. Conseil électoral permanent, li renouvelable par tiers tous les 3 ans. Président, c'est parmi moun qui est dans le conseil là pour choisir. Pour étayer ses dires, le ministre de la Communication s'est fait accompagner de 2 renommés avocats du pays, en l'occurrence les juristes Osner Févry et Renan Edouville, pour faire valoir le côté juridique de la mise en place du Conseil électoral permanent. Osner Févry explique que la démarche du président est correcte et logique. Aujourd'hui, la formation du Conseil électoral permanent est un acte constitutionnel. C'est un acte légal. C'est un pas positif. C'est une initiative qui s'inscrit dans une gouvernance démocratique, que l'on soit partisan, ennemi, adversaire ou opposant au gouvernement de M. Martelly lui-même. Renan Edouville a pour sa part souligné l'importance du Conseil électoral permanent dans le contexte actuel. Si nous avons une institution qui est permanente, eh bien, qui prend le travail suivant un calendrier, eh bien, nous prenons l'entrée dans la ligne droite de la régularité au niveau des élections. Ça va permettre nous que l'élection organisée à temps, non seulement pour les députés, pour les sénateurs, pour les présidents, mais ça va permettre nous que nous régulariser les problèmes qui sont au niveau de des mairies. Et pour mettre fin à ce débat, les juristes Osner Févry et Renan Edouville conseillent à la classe politique, la société civile et au Parlement de faciliter la mise en place du Conseil électoral permanent pour débloquer le pays. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a lancé ce mardi un programme de stage à l'intention de 280 étudiants de différentes universités publiques et privées.
Ce stage sur la gestion des collectivités territoriales qui vise à renforcer les capacités des autorités communales durera 2 mois. Ces 280 jeunes seront repartis dans les 140 communes du pays à raison de 2 par commune. Ils auront à travailler entre autres avec les autorités municipales à la gestion des collectivités. L'élaboration, l'exécution et le suivi de projets, tels seront les différents points sur lesquels ils vont s'exercer. Ce programme doit préparer les collectivités pour la décentralisation effective prônée par le gouvernement, selon le ministre de l'Intérieur, Léon Ronsard-Saint-Cyr. Ça nous relaie la vraie décentralisation, de passer par un transfert d'autorité, de compétences, de moyens dans les régions. Mais ça, il veut dire qu'il faut essayer, faire dans la région, par une capacité d'absorption et de gestion transférée. Dans le sens ça, donc on va qu'il y a 2 impacts. Non seulement on a formé des jeunes qui ont quitté pour pression universitaire, qui vont dans la région qui va prendre formation, mais aussi les permettre nous qu'un monde sur région pour apprendre qu'ils ont réussi les collectivités. Pour être un projet à double impact, les stagiaires bénéficieront préalablement d'une formation qui leur permettra d'être plus efficaces dans les collectivités. À la fin du stage, les plus performants pourront décrocher un emploi, promet le remplaçant de Thierry Maillard-Paul, initiateur de ce programme. Moi, j'ai été parmi les jeunes qui, après avoir bouclé leur cycle universitaire, se trouvent sur le pavé avec un diplôme avec 0 heure d'expérience, où les employeurs exigent de l'expérience. C'est quoi exactement? C'est un abus, mais aussi de l'autre côté, ils veulent aussi de l'efficacité et de l'expérience. Personne n'a tort. Mais ce matin, nous avons raison d'avoir pensé à ça. D'avoir pensé au moins à essayer de paver votre chemin vers l'avenir. L'université d'État, plus que d'autres, avait besoin de tels programmes, a fait remarquer Jean Poincy, vice-recteur des affaires académiques de l'UEH. Le représentant de cette université à la cérémonie dit souhaiter que d'autres secteurs rejoignent cette initiative. Il est souhaitable que cette action du gouvernement s'amplifie et se maintienne par l'intégration régulière des jeunes cadres dans l'administration publique, d'autant que l'État finance leur formation universitaire à travers l'Université d'État d'Haïti. Ces investissements ne doivent pas s'effectuer à l'aveugle, car l'État doit compter avec cette banque de ressources que constitue l'institution que je représente. Ces 280 étudiants finissants ont été choisis sur la base de leurs notes et de leur provenance. Selon le principe du programme, chaque stagiaire sera déployé dans sa commune d'origine afin de permettre une meilleure compréhension de la situation de la collectivité. Un frais sera également octroyé à ces derniers, explique Léon Ronsard-Saint-Cyr.